Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Merci à Madame Bicard, directrice de la DDFIP, ainsi que ses équipes et puis la direction de Bercy d'être présents aujourd'hui. Merci à nos partenaires, le MEDEF, je vois la CMA, la CPME et l'Ordre des experts comptables. Alors aujourd'hui, c'est un moment important parce que on voit bien qu'il y a une digitalisation croissante dans tous les métiers et qu'il est important aujourd'hui de revoir tous les process de gestion et qu'on doit faire face forcément et s'adapter et avoir de nouvelles pratiques. Aujourd'hui, s'adapter, aider les entreprises à s'adapter, c'est vraiment le rôle de la Chambre de commerce. Être là pour les entreprises, informer, accompagner et faire évoluer la facture électronique, ça nous semblait donc une évidence d'être à vos côtés aujourd'hui. Alors la facturation électronique, forcément que ça nous chamboule, nous entrepreneurs dans nos habitudes, mais il y a énormément d'effets bénéfiques. Alors forcément en termes de développement durable par rapport au coût du papier, mais en termes d'économie également. En termes d'économie par rapport au personnel, en termes d'économie d'un point de vue de la trésorerie de nos entreprises, puisque les délais de paiement, les délais de traitement vont être bien plus avantageux pour nos entreprises, ils vont être réduits. Et puis simplifier, c'est ce que demandent les entreprises, simplifier les procédures administratives, notamment par rapport à la TVA, on le sait tous. Et donc aujourd'hui, c'est aussi, c'est bien sûr notre rôle d'être là, d'être porte-parole. La CCI est là pour faire le relais aussi des acteurs économiques, le relais des décisions étatiques, de fournir des informations et puis les ressources nécessaires. Être là pour sensibiliser les entreprises, c'est notre rôle. Soutenir, accompagner, faire la promotion aussi de la standardisation de ces facturations. Et puis être un facilitateur. Ça y est. Être facilitateur, en fait. Voilà, je crois que c'est vraiment ce qu'on dit aussi depuis le début aux chambres de commerce. On doit être... Non, c'est... Il y a aussi le micro. Voilà, être facilitateur. Il y a un bouton à appuyer, c'est moi. Et pourtant, je suis chez moi. Donc, oui, c'est important d'accompagner et d'être facilitateur pour les entreprises. C'est ce que les entreprises demandent, de la simplification. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on est à vos côtés aujourd'hui. Je pense que c'est une étape incontournable aussi de la transformation numérique de nos entreprises pour 2024. Et c'était important que vous ayez les bonnes informations. Et encore merci à Madame Bicard d'être là aujourd'hui et d'avoir choisi la Chambre de commerce. Merci à Bercy. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour de vous remercier pour votre présence, de remercier Madame la Présidente de la CCI, donc Amiens Picardie, de nous accueillir aujourd'hui et d'avoir accepté de s'associer donc à la DDFIP de la Somme. Donc je suis la directrice, comme vous l'avez compris, pour organiser conjointement cette manifestation consacrée à la facturation électronique dans la sphère privée. Donc en présence de la direction de projet nationale. Voilà, donc je remercie aussi évidemment les partenaires de l'opération qui se sont mobilisés et qui interviendront dans quelques minutes à la table ronde. Je précise sphère privée car, comme vous le savez, la facturation électronique est déjà une réalité depuis quelques années dans les relations entre les entreprises avec la sphère publique. C'est pour moi aussi l'occasion de souligner et de remercier l'Agence pour l'informatique financière de l'État, qui est aussi présente ce matin à Amiens. L'AIFE, par son petit nom, exploite la plateforme Chorus Pro, qui, comme vous allez le voir, joue un rôle central, un rôle pivot dans la réforme à venir.
Comme Madame Ruin l'a souligné à l'instant, cette réforme présente beaucoup d'enjeux pour le monde économique en termes de performance des fonctions support, de maîtrise des délais de paiement. Elle en présente aussi pour les finances publiques, car elle nous permettra demain de rendre de nouveaux services avec l'ambition d'avoir des déclarations de TVA pré-remplies, un petit peu comme ça se passe aujourd'hui avec les revenus des personnes physiques, mais aussi de renforcer donc nos moyens de prévention et de lutte contre la fraude, qui n'est jamais qu'une des façons de veiller à l'équité fiscale et au respect des règles de saine concurrence. Voilà, donc comme dans toute évolution d'ampleur, l'anticipation est un facteur clé. C'est vrai qu'il a été rappelé donc, tous les avantages de cette réforme. En revanche, c'est une logique d'investissement, clairement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut anticiper, réfléchir à l'avance, investir dans le sujet si on ne veut pas en fait subir les effets de la réforme. Et donc ça, c'est vraiment un message clé. C'est pourquoi nous nous y prenons un petit peu à l'avance quand même avec la CCI pour commencer vraiment à sensibiliser les acteurs économiques que vous êtes, à assurer donc la notoriété de la réforme, sa dimension juridique, technique, informatique, et inviter en fait tout le monde finalement à commencer à réfléchir à tout ça et à prendre les dispositions pour être prêt le jour J. Donc l'idée ce matin est, au travers d'une table ronde qui va associer des profils diversifiés, de vous donner à comprendre comment cette réforme va se déployer et comment vous y préparer. Voilà, ce ne serait pas plus long. Je vous souhaite une bonne matinée de travail. Alors, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup à la CCI et à la Défi de la Somme de nous accueillir. Je me présente, donc, je suis Mathieu Legal de la direction de projet facturation électronique. Donc à Bercy, donc, on est une petite équipe d'une dizaine de personnes qui sont en charge de coordonner tout le dispositif facturation électronique et notamment d'intervenir dans ce genre d'événement pour sensibiliser les entreprises et leur dire concrètement comment ça va se passer demain pour elles. Qu'est-ce qui va fonctionner, comment ça va marcher pour faire de la facturation électronique. Alors cette présentation, elle est axée sur les grands principes de la réforme, mais ça je vais aller assez rapidement dessus sur les objectifs parce que je ne veux pas dire mieux que Madame Bicard et Madame Ruin, c'est impossible, c'est très bien comme ça. Elles ont résumé en quelques mots les enjeux de la réforme. La compétitivité des entreprises, premier point, très important. On a une diminution de la charge administrative qui est démontrée avec la facturation électronique. Pourquoi je dis démontrée ? Parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, en fait, la facturation électronique. C'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres pays, en Amérique du Sud et en Europe également, en Italie, en Espagne. Donc on a des retours économiques qui sont réels, ce n'est pas des prospections. On a des chefs d'entreprise qui nous disent tout simplement qu'ils ont gagné de l'argent en passant à la facturation électronique. Alors il ne faut pas se leurrer non plus. Si les États, que ce soit dans le monde, en Europe ou en France, décident d'y aller, c'est aussi pour augmenter leurs recettes budgétaires, il faut le dire. Il y a un aspect de lutte contre la fraude qui existe, mais c'est au bénéfice des opérateurs de bonne foi. Il n'y a rien de plus énervant pour une entreprise que de perdre un marché parce qu'un concurrent ne respecte pas les règles du jeu. Donc ça, c'est très important également pour nous de faire en sorte que tout le monde soit sur la même ligne en termes de concurrence. Il y a également un point qui va être très important, on l'a vu il n'y a pas très longtemps avec les dispositifs d'aide à l'énergie ou d'aide pendant le Covid. Ça peut être parfois un peu compliqué ce qu'on vous demande de faire en termes de formulaire, de saisie pour obtenir les aides. La principale difficulté qu'a l'État sur le sujet, c'est qu'on avait des données qui relevaient de N-1, l'exercice d'avant. Donc, quand on veut vous soutenir sur un secteur d'activité, on n'a pas des données contemporaines. Donc, on est forcé de vous demander de remplir des formulaires, de vous remplir des chiffres qui sont compliqués. Avec la facturation électronique, on aura des données contemporaines. Donc, quand on veut soutenir l'économie, on peut le faire sans avoir besoin de passer par 150 formulaires assez difficiles à remplir. Donc, ces 4 objectifs, avec le pré-remplissage de la déclaration de TVA, Madame Bicard en a parlé, qui visent à peu près à faire la même chose qu'avec l'impôt sur le revenu, avec les déclarations pré-remplies, pour vous éviter de passer des heures et des heures à remplir des tableaux calques et à remplir des formulaires. Ça fait vraiment partie des objectifs de simplification de la réforme, la compétitivité, la simplification et le soutien à l'économie. Alors, un tout petit mot sur le juridique, juste pour vous présenter le cadre réglementaire. C'est un projet qui est inscrit dans la loi de finances, donc il y a des textes qui sont sortis.
La loi de finances a été précisée par des décrets et des arrêtés dans lesquels on retrouve toutes les obligations légales de la facturation électronique. Donc si vous voulez vous y intéresser, ce sont ces textes-là qui servent de référence. Le support vous sera évidemment diffusé par la suite, donc vous pouvez les retrouver à ce niveau-là. Comment ça a fonctionné pour arriver actuellement au dispositif qui va vous être présenté ? Ce n'est pas une réforme qui est faite à Bercy, c'est une réforme qui est faite en concertation avec les fédérations professionnelles, avec les organisations syndicales, avec tous les partenaires, avec les éditeurs de logiciels. On a des groupes de travail mensuels, voire plus, avec tous les panels d'entreprises. Ce qui fait qu'on va arriver sur un système qui est innovant, c'est-à-dire que oui, la facturation électronique, ce n'est pas nouveau dans le monde. Par contre, le système qu'on met en place en France de collaboration entre le public et le privé au niveau des plateformes, ça c'est innovant, ça c'est une demande des entreprises pour avoir la liberté de choisir la solution qui les convient le mieux. Les entreprises sont toutes différentes, vous n'aurez pas la même contrainte si vous êtes auto-entrepreneur, TPE, PME ou une grande entreprise. Donc le choix ou les choix qui ont été faits que je vais vous présenter, ils ont vraiment pour objectif de permettre à chaque entreprise de trouver la solution qui lui correspond le mieux pour passer en facturation électronique. Alors, qui est concerné par cette réforme ? Là, c'est assez simple à comprendre. À partir du moment où vous êtes assujetti à la TVA, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous êtes dans le champ de la réforme. Les seuls qui n'y sont pas, ce sont ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA. J'insiste là-dessus. Il y a peut-être des auto-entrepreneurs ou des gens qui sont en franchise en base dans la salle, c'est-à-dire des personnes qui ont un tout petit chiffre d'affaires. Vous êtes aussi dans le champ de la réforme. Donc c'est vraiment important de comprendre, il y a à peu près 95% des 4 millions d'entreprises françaises qui sont dans le champ de la réforme. Et évidemment, les entités publiques, c'est-à-dire l'État, est également dans le champ de la réforme, il n'y a pas de raison. Si on demande aux entreprises de le faire, nous on va le faire également. Donc l'État, quand il va facturer avec de la TVA aux entreprises, va également passer en mode facturation électronique. Également important de comprendre, il n'y a pas de changement sur les règles de TVA. C'est vraiment une modification de la facture. Toutes les règles de TVA règlent les mêmes. Donc si actuellement vous faites des exportations, ça reste des exportations. Vous faites des livraisons intermédiaires, ça reste des livraisons. Des prestations de services restent des prestations de services. Toutes les règles sont les mêmes. Même chose, il n'y a pas d'impact sur les régimes d'imposition. On reste sur le même système de régime normal, régime simplifié, franchise en base. Ça ne change rien. C'est vraiment une réforme qui touche à la facture. Il n'y a pas de modification légale sur la fiscalité. Le calendrier de la réforme. Alors, petite subtilité, c'est une réforme qui va se déployer progressivement, entre 24 et 26. Ce choix, il a été fait pour permettre à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, d'avoir le temps de se préparer à la réforme. On n'a pas tous la même maturité numérique, certaines sont en avance, certaines sont prêtes, certaines ont encore un petit peu de chemin à faire. Donc on a choisi d'étaler la réforme sur 3 ans. Pour autant, il y a quand même un jalon qui est important, c'est la réception des factures. Elle, on n'a qu'une seule date. Pourquoi ? Parce que si on demande à une grande entreprise d'émettre une facture, il faut bien qu'en face, on puisse la recevoir. Donc si les grandes entreprises émettent en facturation électronique, il faut absolument que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, soient en capacité de recevoir. Donc on est sur un déploiement progressif en émission, en fonction de la taille de l'entreprise. Par contre, en réception, tout le monde a la même date, tout le monde en même temps. Je ne détaille pas les tailles d'entreprise, je vous l'ai dit, ça sera communiqué. C'est important de l'avoir pour savoir quand est-ce qu'on va passer. Donc, il n'y a pas que la taille de l'entreprise en termes de personnes, il y a aussi des notions de chiffre d'affaires et de taille de bilan pour savoir quand est-ce qu'on passe. Il faut vraiment juste retenir qu'il y a des distinctions par taille d'entreprise. Le périmètre de la réforme. Alors, on parle de facture électronique. Simplement, c'est au sens large. Comme vous le voyez, il y a 3 obligations en réalité sur la facturation électronique. La première, elle est assez simple à comprendre, c'est quand vous facturez entre assujettis à la TVA, vous aviez une facture papier et une facture PDF. Maintenant, ça va devenir une facture électronique. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Par contre, on vous l'a dit en introduction, l'un des objectifs, c'est d'être en capacité de pré-remplir la déclaration de TVA. Si on veut pré-remplir une déclaration de TVA, la facture ne suffit pas entre assujettis. Je vais prendre un exemple. Vous êtes un boulanger, vous vendez des croissants, il y a de la TVA sur ces croissants. Pourtant, vous n'allez pas faire une facture à votre client dès que vous vendez un croissant. On ne va pas vous demander de le faire, je vous rassure tout de suite. Ça ne serait pas du tout possible. Et de toute façon, les particuliers ne seraient pas en capacité de lire une facture électronique. Donc, cette donnée sur la vente de croissants, par exemple, si on veut pré-remplir les déclarations de TVA, il va bien falloir qu'on la récupère. Donc comment on va faire ? On va vous demander de faire ce qu'on appelle du reporting. C'est la deuxième obligation, l'e-reporting.
en vous disant, bon ben voilà, les données de vente de vos croissants, on va vous demander de les agréger sur des périodes. Je vous rassure, on ne va pas vous demander de transmettre croissant par croissant. On va les agréger sur des périodes et on va récupérer ces données pour ensuite être en capacité de pré-remplir la déclaration de TVA. Autre particularité sur l'e-reporting, c'est les opérations internationales. Je prends un autre exemple. Vous commercez avec la Chine. L'État français ne peut pas imposer à une entreprise chinoise de recevoir une facture électronique. On n'a pas le pouvoir en France d'imposer à l'extérieur nos lois. Donc, par contre, on a également besoin de ces données pour pré-remplir les déclarations de TVA. Donc, on va vous demander également de faire du e-reporting sur ces opérations. Donc, si je récapitule, on a la facture sur les opérations entre TVA, donc ça, c'est assez classique. Et puis, on a tout ce qui ne relève pas de la facture au final, mais des opérations avec les particuliers et à l'international, qui sont ce qu'on appelle l'e-reporting. Avec toutes ces données, on a de quoi pré-remplir la déclaration de TVA. Pour autant, vous le voyez, il y a une troisième obligation sur la transmission des données relatives au paiement pour les prestations de services. Pourquoi cette obligation ? Eh bien, on a des données, c'est très bien. Encore faut-il savoir sur quelle période les déclarer. Est-ce qu'on la met sur la déclaration de TVA de mars, d'avril, de mai, de juin ? Voilà. Donc, pour la facture, c'est assez simple. Quand vous faites des ventes de biens, la facture correspond à la date d'exigibilité. Donc, on n'a pas besoin de données supplémentaires. Par contre, pour les prestations de services, on déclare la TVA au moment où on reçoit l'encaissement de la prestation. Donc, pour les prestations de services, on a besoin d'avoir connaissance de la transmission des données de paiement. Donc, une fois qu'on a tout ça, facturation électronique, e-reporting et e-reporting des données de paiement, on est en capacité de vous offrir une déclaration pré-remplie de TVA. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête parce qu'en fait, c'est des choses qui sont différentes, qui sont complémentaires, mais qu'on parle de facturation électronique et de généralisation de la facturation électronique, c'est l'ensemble de ces éléments et ça s'inscrit dans le même calendrier, il n'y a pas de décalage, on fait de la facturation électronique, de l'e-reporting et de la transmission des données de paiement. Très important également, on a fait un sondage il n'y a pas très longtemps en demandant aux entreprises est-ce que vous êtes bien informés sur la facturation électronique ? On a 75% qui nous répondent oui, c'est bien, je me suis renseigné. Par contre, quand on leur demande concrètement c'est quoi une facture électronique, il y en a encore 70% qui nous répondent c'est une facture PDF envoyée par courriel. Donc on n'y est pas encore, hein. On a encore un petit peu de boulot, on a encore pas mal de présentations comme ça à faire pour faire comprendre que ce n'est pas le cas. Concrètement, une facture électronique, vous la voyez, ça ressemble à ça. Hein. C'est illisible. Si vous pouvez la lire, ce n'est pas une facture électronique. C'est assez simple à retenir. Donc, ce n'est pas un PDF. Hein. Certainement pas. Ce sont forcément des données structurées ou semi-structurées, c'est-à-dire qu'il y a des données qui sont directement exploitables par des systèmes d'information. Il y a 3 socles qui existent, 3 formats qui vont être autorisés, 2 qui sont complètement structurés, ce qu'on appelle UBL et C2I. Je ne vais pas dans le détail, hein, globalement, c'est des fichiers dans lesquels on retrouve toutes les données d'une facture qui sont classées afin de pouvoir être intégrées. Et un format qu'on appelle semi-structuré, par exemple FactureX, qui emporte une partie donnée et une partie lisible qui ressemble à un PDF. C'est un format qui est souvent utilisé par les TPE et PME parce qu'il est facile d'utilisation. Alors je vous rassure tout de suite, je vous dis qu'on ne peut pas le lire. Pour autant, toutes les plateformes auront l'obligation de vous fournir un lisible pour pouvoir travailler. Donc ils vont récupérer des données, ils vont vous fournir un lisible. On ne va pas vous demander de travailler sur des données comme ça. Ça ne serait pas une très bonne idée, ça serait impossible à faire. Donc voilà, il y aura un lisible sur toutes les plateformes. On a également la possibilité, sur une phase transitoire jusqu'à 2027, de continuer d'utiliser le PDF. Alors pas pour envoi direct entre entreprises, il faudra quand même passer par une plateforme. Simplement, les plateformes, on va leur demander jusqu'à 2027 de procéder à la conversion des PDF en facture électronique avec un système qu'on appelle OCRisation. Je ne détaille pas, en gros, si on prend l'image de la facture, on récupère les données dedans, on les remplit dans un formulaire, on appuie sur un bouton, ça devient une facture électronique. Donc il y a une tolérance parce qu'on sait très bien qu'en 2026, ça peut être compliqué pour certains d'entre vous d'être en facturation électronique. Il y en a certains qui ne seront pas forcément informés, qui n'auront pas anticipé. Et l'importance dans la facturation électronique, pour bien y passer, pour saisir toutes ces opportunités et ne pas la subir, c'est l'anticipation. C'est être capable de se dire, bon ben voilà, quel est mon système de facturation, de quoi j'ai besoin. Les besoins sont très différents en fonction de la taille des entreprises, en fonction du nombre de factures émises et en fonction de vos circuits de facturation. Alors, pour information, également, le dépôt des PDP sur les plateformes sera horodaté, c'est-à-dire quand vous allez déposer votre plateforme, il y aura une date qui sera nommée. Pourquoi c'est important ? C'est-à-dire que c'est la fin de la perte des envois de factures par courrier.
j'ai pas reçu ta facture, tu devais me payer au bout de 60 jours, ça c'est terminé. Il y aura une date d'envoi sur la facture et vous pourrez également suivre en direct l'évolution de votre facture avec ce qu'on appelle les cycles de vie des factures. Donc sur votre plateforme, vous aurez déposé, reçu, encaissé, traité. Donc, vous pourrez suivre en direct où en est votre facture, ce qui est quand même plutôt sympathique quand on veut avoir un suivi fin de sa trésorerie et des entrées d'argent qui vont nous arriver. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre dans l'entreprise. C'est une réforme qui facilite la gestion de la trésorerie. Alors, j'en ai parlé sur l'e-reporting. Les fréquences de reporting des transactions. Donc ça, pour reprendre, c'est le boulanger qui vend ses croissants, quand est-ce qu'il agrège sa vente de croissants. Ça s'adapte à votre régime d'imposition. Donc c'est-à-dire que vous êtes une grande entreprise avec un régime réel simplifié. C'est pas la même chose. Au régime réel normal, vous allez avoir un reporting à faire en gros tous les 10 jours. Au régime réel simplifié tous les mois. J'insiste sur les franchises en base. Il y en a peut-être dans cette salle qui ne sont pas habitués à le faire. Ça sera tous les 2 mois. D'accord ? Ça n'empêche pas que les factures partent au fil de l'eau. Il faut vraiment distinguer la facturation électronique qui part au fil de l'eau et l'e-reporting. On va vous demander d'agréger des données qui ne sont pas des factures, mais simplement des données de transaction qui nous permettent de pré-remplir les déclarations de TVA. Voilà. Donc il ne faut pas transmettre, il ne faut pas faire la différence entre facture et e-reporting. Important également, on vous parle de données de paiement, je vous rassure également, l'État n'a pas accès à vos comptes bancaires sur les données de paiement, hein, c'est déclaratif. Hein. Parce qu'on nous le demande souvent, en fait, il n'y a pas d'impact dans les modalités de paiement entre entreprises, c'est juste un reporting hein, qu'on vous demande de faire. Vous pouvez payer par chèque, par virement, plusieurs fois, etc. C'est complètement libre, il n'y a aucun changement à ce niveau-là. On n'a pas accès, on n'a pas besoin d'y avoir accès. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être en capacité de pré-remplir une déclaration de TVA et d'offrir une nouvelle offre de service. Voilà. Pareil, les options de TVA sur les débits, s'il y en a dans cette salle, ça ne change pas, les règles sont toujours les mêmes, il n'y a aucun impact sur la fiscalité. Pour les transmissions de données de paiement, même chose que pour l'e-reporting classique, ça s'adapte à votre régime d'imposition. Alors concrètement, comment ça va fonctionner? Maintenant qu'on a vu toutes les données qu'on récupère, il faut quand même vous expliquer comment ça va marcher. Alors vous avez ici ce qu'on appelle le schéma en Y. Alors, il faut le chercher un peu, le Y sur l'image, hein, il n'est pas forcément évident à trouver. En principe, vous avez fournisseur en haut à gauche qui est le haut du Y, acheteur à droite qui est le bas du Y, et ensuite on descend comme ça pour faire le Y. On a rajouté les 2 petites cases sur le côté pour les besoins du schéma et de l'explication. Voilà, donc au moment, ça marche comme ça. Donc comment ça fonctionne? Première chose importante à voir, vous le voyez, il n'y a plus aucune liaison directe entre un fournisseur et un acheteur. Il n'y a plus de factures qui partent à ce niveau-là, entre des assujettis à la TVA, ça n'existe plus. Tout passe par des plateformes. D'accord ? Les plateformes, elles peuvent être privées ou publiques. Donc vous avez le portail public qui est au centre, évidemment, et les petites étoiles qu'on a mises, ça représente les plateformes privées. Donc il y a plusieurs schémas de facturation qui sont possibles. Soit vous êtes passé par le portail public, vous êtes un fournisseur, vous déposez votre facture sur le portail public, votre acheteur va le récupérer également sur le portail public. Deuxième schéma possible, vous êtes un fournisseur, vous avez choisi un prestataire privé, votre client également, votre facture passe par une plateforme privée qui l'envoie à la plateforme privée de votre fournisseur, de votre client, qui va la récupérer sur cette plateforme. Troisième schéma, vous êtes un fournisseur, vous avez choisi une plateforme privée, votre client a le portail public, ça passe par la plateforme privée, puis par le portail public. Donc vous le voyez, il n'y a plus aucun contact direct entre fournisseur et acheteur, tout passe obligatoirement par une plateforme. Donc vous l'avez compris, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est choisir votre plateforme. Est-ce que je passe par le public? Est-ce que je passe par le privé? On en parlera un petit peu. Il y a des différences entre les deux. Les principales, c'est que le portail public est gratuit. Par contre, il fournit uniquement un socle minimum de fonctionnalités qui vous permettent de répondre aux obligations de la réforme. Donc si vous êtes une petite entreprise et que vous voulez zéro coût, vous avez peu de factures, ça suffit. Par contre, les plateformes privées vont vous produire des prestations supplémentaires. Je donne un exemple. Vous avez beaucoup de factures, vous avez des clients qui ne payent pas bien, ils peuvent vous fournir un système de relance automatisé. Donc vous pouvez faire le choix de dire, bon, bah, moi la relance, je l'externalise à la plateforme, ça me fait gagner de l'argent en interne, je l'externalise, la plateforme le fait. Donc le choix que vous allez devoir faire, c'est à ce niveau-là, est-ce que le portail public me suffit, qui est gratuit, ou est-ce que j'ai besoin de prestations supplémentaires? Et dans ce cas-là, me tourner vers un opérateur privé. Important également, vous le voyez, l'administration fiscale qui est tout en bas, c'est nous, globalement c'est la DGFiP et le fisc. On ne récupère pas les factures, on n'est pas dans la chaîne, vous voyez. On récupère uniquement les données. Pourquoi c'est important? Je prends l'exemple d'une facture EDF. Sur une facture EDF, vous avez votre numéro de compteur, vous avez votre consommation, vous avez des données à caractère personnel. Ça, on ne les récupère pas.
On récupère uniquement les données qui nous servent à pré-remplir les déclarations de TVA. On a souvent des questions là-dessus, vous allez tout voir, etc. Non, en fait, on voit juste les données pour pré-remplir les déclarations de TVA. Alors, le rôle du portail public de facturation pour vous aider à choisir et bien comprendre ce qu'il fait. Première chose à comprendre, le portail de facturation, il va gérer ce qu'on appelle l'annuaire des entreprises et des destinataires. Vous l'avez compris, il n'y a plus de facture papier. Donc pour autant, il faut bien être en capacité de joindre le destinataire. Avant, c'était l'adresse postale et ça, c'est terminé. Donc le portail public, il va avoir l'annuaire des entreprises, c'est-à-dire un croisement entre la base Sirène, qui va servir d'identifiant, d'accord, et les entreprises qui sont à la TVA. Donc il y a à peu près 4 millions d'entreprises en France, il y en a 95% qui vont être dans cet annuaire. Et donc c'est cet annuaire qui va permettre d'atteindre le destinataire. Pourquoi c'est important ? Vous êtes une entreprise, vous allez me dire, bah mince, comment je vais être certain que mon client touche bien ma facture ? Je ne connais pas sa plateforme. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de connaître la plateforme de votre client. Vous avez juste, vous, à en choisir une, et c'est la plateforme qui, en consultant l'annuaire, va pouvoir repérer quelle est la plateforme de votre client. Donc tout ce que vous avez à faire, vous, entreprise, c'est de choisir une plateforme et la facture transitera via les plateformes, via votre client, quelle que soit la plateforme choisie par votre client. Vous n'avez pas besoin d'avoir la même que votre client, vous pouvez même en choisir plusieurs. Le système d'annuaire est justement fait pour qu'il y ait un système d'interopérabilité entre les plateformes pour que vos factures atterrissent obligatoirement chez votre destinataire et vous pourrez suivre l'envoi de cette facture. Important également, c'est lui qui concentre les données vers l'administration fiscale. On ne récupère pas les factures, c'est lui qui a le rôle de concentrateur pour qu'on puisse ensuite pré-remplir les déclarations de TVA. Et enfin, je l'ai dit, c'est un socle de services minimum gratuit qui permet à toute entreprise de répondre aux obligations de la réforme. Il y a même un système d'archivage qui est prévu sur le portail public de la facturation. Les plateformes. Alors les plateformes, donc, ce sont des opérateurs privés qui vont devoir se faire immatriculer par l'administration. Immatriculer, c'est quoi ? Ça signifie qu'on a ouvert un service, pas très loin d'ici d'ailleurs, c'est à Lille, qui, lui, va avoir pour rôle de vérifier qu'elles répondent bien à toutes les obligations posées par la réforme, notamment en termes de sécurité des données. C'est à peu près 2 milliards de factures par an, la facturation électronique en France. Donc ce service, il a pour rôle d'étudier le dossier de candidature des plateformes et de s'assurer qu'elles ont toutes les qualifications requises en termes d'hébergement des données. Par exemple, s'il y a des données qui sont hébergées en dehors de l'Europe, c'est non, on refuse l'immatriculation. Donc toute la sécurisation de ces plateformes est faite par la DGFiP. Donc on s'assure, avant de délivrer une autorisation d'être plateforme, que tout est en règle. Pour être complet, une fois qu'on a délivré l'autorisation, il y a également un audit qui est prévu par la suite pour s'assurer que les données qui transitent par ces plateformes sont sécurisées. C'est une condition essentielle du bon fonctionnement de la facturation électronique en France. Alors, le rôle des plateformes, donc émettre, transmettre et réceptionner les factures, je vous l'ai dit, tout transite par eux. Gérer les cycles de vie. Dans les cycles de vie des factures, c'est la vision en temps réel pour les entreprises du temps de traitement de la facture, du moment où elle est traitée chez votre destinataire et de l'état d'avancement. Les plateformes peuvent insérer des cycles de vie supplémentaires en mettant par exemple facture en litige, facture traitée partiellement, pour vous aider à voir exactement où en est votre facture chez votre client. Extraire les données de facturation réglementaire et les transmettre au PPF et réceptionner ou extraire les données de transactions de paiement. Donc ça, c'est toujours la même chose, c'est de l'extraction de données pour ensuite, à terme, communication à l'administration fiscale. Par contre, ce n'est pas la plateforme privée qui communique directement avec l'administration fiscale, c'est toujours le PPF qui a ce rôle de centralisation, PPF, portail public de facturation. Alors, la procédure d'immatriculation est gérée par le service d'immatriculation. J'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. On n'a pas beaucoup de temps pour cette présentation et c'est vrai qu'il y aura peut-être des questions dans la salle, donc je préfère qu'on insiste derrière sur les questions. En gros, ça c'est le descriptif du service d'immatriculation qui est ouvert en mai. Vous aurez le diapositive par la suite si vous avez besoin de plus d'informations. Il y a une adresse mail qui existe. En gros, ça sera l'interlocuteur dédié des candidats à plateforme. Je le rappelle, actuellement, il n'y a aucune plateforme qui est déjà immatriculée. Donc, si vous êtes
démarchés par des opérateurs de dématérialisation, ils peuvent être crédibles. Pour autant, ce ne sont pas encore des plateformes qui sont authentifiées. Donc soyez prudents en termes de démarchage commercial. Il n'y a aucune plateforme qui a actuellement reçu l'agrément de l'État pour émettre ou recevoir des factures. Ça n'existe pas encore. Il y a beaucoup de publicités qui circulent. Actuellement, si vous tapez facturation électronique sur un moteur de recherche, ce n'est pas le site des impôts qui sort en premier, c'est le site des annonceurs. Donc soyez prudents quand vous faites des marchés. Prenez le temps d'anticiper, d'analyser les offres, d'analyser vos besoins. Ne signez pas de contrat sans avoir fait attention à ce que vous signez. C'est très important parce que ça vous engage peut-être par la suite. Donc faites attention. Pour l'instant, il n'y a aucune plateforme qui est immatriculée. Le service n'est pas encore rendu l'immatriculation. La liste des plateformes immatriculées sera publiée sur impôts.gouv.fr. Donc quand vous aurez besoin de choisir, vous allez d'abord sur impôts.gouv.fr, vous vérifiez que l'offre commerciale qui vous est proposée est bien dans la liste des plateformes et ensuite vous pouvez avancer sur votre projet facturation électronique. Alors, en résumé, la souplesse pour prendre en compte le besoin des entreprises. Le modèle en Y, j'en ai parlé, c'est une spécificité française, le choix entre le privé et le public. Si on se met en Italie, on a ce qu'on appelle un modèle en V, il n'y a qu'une plateforme publique. Alors c'est plus facile à expliquer, parce que du coup, voilà, ça fait un joli V, fournisseur, portail public, client. Par contre, ça limite le choix des entreprises dans leurs solutions. Voilà, donc ça n'existe pas. Ça, c'est un choix qui a été fait par la France en concertation avec tous nos partenaires. Les modes d'accès au portail, vous allez me dire, on a besoin d'un logiciel, etc. Non, pas forcément. Vous avez plusieurs modes d'accès au portail. Vous pouvez simplement créer votre compte et saisir vos données en ligne. Voilà, si vous n'avez pas de logiciel de facturation, vous créez votre compte sur le portail. Il y aura un système de saisie. Donc, au lieu de saisir votre facture sur Calc ou sur Excel, vous allez saisir les données dans un formulaire. Ça deviendra une facture électronique. Évidemment, si vous avez fait 3 milliards de factures par an, vous n'allez pas les saisir une par une. Donc, il y a des options en EDI ou en API. Alors, qu'est-ce que c'est? API, globalement, c'est des interfaces de logiciels qui vous permettent de connecter votre logiciel au portail. EDI, c'est des échanges de flux informatiques directement. Donc là, c'est pour les entreprises qui ont une certaine volumétrie. Elles pourront se raccorder pour avoir une saisie, pour éviter la saisie manuelle qui n'est pas possible quand il y a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de factures. Donc les options, toutes les options sont possibles. Vous n'avez pas forcément besoin de logiciel de facturation si c'est une petite entreprise. Vous pouvez faire de la saisie. Si vous êtes plus gros, vous pouvez le faire avec API ou EDI. Les formats, même chose, je fais toujours la comparaison avec l'Italie. En Italie, il n'y a qu'un seul format qui est autorisé. Nous, on en a laissé 3. C'est important parce qu'en fait, la facture électronique existe déjà en France, donc il y a déjà des gens qui utilisent ces formats. Donc on n'allait pas leur demander de rechanger de format pour s'imposer, on a choisi de les conserver. Ça permet aux opérateurs qui sont déjà en mode facturation électronique en France de conserver leurs acquis sans avoir besoin de repartir à zéro. Donc ça, c'est important. La tolérance jusqu'à 2027 sur le PEDF, j'en ai parlé. Le portail de facturation pour les PME TPE, tout simplement parce que c'est gratuit, donc il n'y a pas forcément de coût, et de la trésorerie sur les TPE PME, ça peut être... Bon, ça peut être, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui compte. Et la trajectoire progressive de collecte des données, ça j'en ai pas encore parlé, mais en simplifié, on va récupérer moins de données en entrée de réforme qu'en sortie de réforme pour vous laisser le temps de vous adapter. Parce qu'il y a quelques subtilités, j'en parle par exemple sur les factures, il y aura quelques nouvelles mentions, par exemple le numéro sirène du destinataire. Donc il faudra mettre à jour votre base sirène des destinataires. Pourquoi on vous demande le numéro sirène? Parce que c'est ce qui va servir à adresser les factures, c'est plus une adresse postale. Donc il y a quelques petits changements en termes de facturation. Donc il faut qu'on vous laisse le temps de modifier vos logiciels de facturation et puis de mettre à jour vos bases clients. Vous aurez besoin du sirène de votre client dans vos bases clients pour pouvoir adresser vos factures. Vous ne l'avez pas forcément tous, parfois vous avez l'adresse, mais vous n'avez pas forcément le sirène. Voilà. Donc ça fait trajectoire progressive de collecte des données. On va vous demander progressivement des données en plus. Alors, la communication et l'accompagnement, aujourd'hui, vous avez un bel exemple, on est là pour ça. Il faut savoir, donc, après cette réunion, il y a une réunion de la communauté des relais. Certains d'entre vous se sont inscrits pour rester, c'est très bien. C'est l'enjeu ici de venir à Amiens dans la progression pour faire une liaison entre les acteurs locaux, vous, et les acteurs nationaux. Cette communauté de relais, elle a pour but de donner de l'information aux acteurs de la facturation électronique au sens large, pour qu'ensuite ils puissent la diffuser auprès de leurs adhérents. Voilà, donc la CCI ici, c'est 17 000 adhérents environ. Voilà, donc quand on fait une présentation, on sait qu'il y a un relais et on en a besoin, un relais institutionnel qui est important pour nous, pour toucher les entreprises. Il y a certaines entreprises qu'on arrive à toucher assez facilement, d'autres c'est plus compliqué. Les entrepreneurs, les franchises en base ne sont pas encore très concernés par la réforme. Donc c'est des relais où on a besoin de vous, on a besoin d'avoir ce type d'opération comme aujourd'hui pour diffuser la facturation électronique, pour leur dire attention, ça existe et vous êtes concernés.
Bon, si on est vraiment à ce stade-là, vous êtes concerné, informez-vous. Il n'y a pas encore de décision à prendre, mais informez-vous, vous êtes dans le champ de la réforme. Cette communauté de relais, elle a pour rôle de servir de relais institutionnel à l'État. Il y a également, nous, la DGFiP, on a un grand plan de formation de nos agents qui passe par ce qu'on appelle des formations en cascade. Donc en gros, on a la direction de projet qui va former des référents, qui forme des responsables de service, qui forme des agents. À terme, on aura un peu plus de 20 000 agents qui seront formés dans notre réseau. Ces 20 000 agents, bon, la DGFiP, c'est à peu près 90 000 agents, donc on forme à peu près un cinquième de tout notre personnel sur la facturation électronique. Pourquoi ? Parce que c'est vos interlocuteurs au quotidien, c'est les services d'entreprise. Donc il faut être en capacité de répondre à vos sollicitations. Il y aura également un numéro de téléphone unique qui sera mis en place, comme pour le prélèvement à la source. Globalement, c'est un modèle de formation et d'assistance qui ressemble à ce qu'on a fait au prélèvement à la source. On a trouvé que ça a plutôt bien marché. Donc on s'est dit autant recommencer, puisque quand ça marche bien, autant le faire une deuxième fois. Voilà, je termine pour cette présentation. Il y aura peut-être des temps de questions-réponses. Vous retrouvez toutes les informations que je viens de vous dire sur info.gouv.fr. Ça doit être votre base d'informations. Je vous l'ai dit, ce n'est pas le site qui ressort en premier quand vous tapez sur un moteur de recherche parce que ce n'est pas un site sponsorisé. Donc voilà. Mais c'est le site d'information. Tout est sur impôt.gouv.fr avec des fiches qui sont très bien faites sur voilà, je suis une TPME, quand est-ce que j'y passe. On les voit en bas, fiches pédagogiques. Il y a 9 fiches qui sont sorties et qui vous permettent en quelques lignes d'avoir une vision globale de la facturation électronique et de ce qui va se passer pour votre entreprise. Voilà, il y a également, si vous voulez le faire, après cette présentation, il y a un quiz qui a été fait par des collègues de la délégation Est pour voir si vous avez bien tout compris. Donc vous le retrouvez sur impôt.gouv.fr. Il y a des niveaux dans ce quiz. Honnêtement, il est vraiment très bien fait. Voilà, il y a des niveaux débutants, intermédiaires, experts. Ça vous permet de vous dire, OK, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je suis bien informé? Est-ce que je peux avancer dessus? Et voilà, on a des fiches qui sont co-construites avec le panel TPE-PME. Je vous l'ai dit, on les voit à peu près une fois par mois sur voilà, qu'est-ce que je fais, quand est-ce que je suis concerné, comment j'avance. Voilà pour cette présentation de cette réforme. Bien, donc l'idée aujourd'hui, ça a été de vous proposer une table ronde pour voir ensemble un petit peu les problématiques qui peuvent se poser dans la préparation à la facturation électronique. Donc on a tout un panel de participants auxquels je vais laisser le soin de se présenter. Alors déjà, moi, je vais me présenter dans un premier temps. Donc Vincent Fag, donc je suis référent facturation électronique au sein de la direction départementale des finances publiques. Donc si vous avez des questions, en fait, c'est moi au niveau du département qui peut vous apporter certaines réponses. Peut-être pas toutes, mais je suis soutenu par la direction de projet sur les réponses que je peux apporter. Donc aujourd'hui, on a fait un petit panel d'entrepreneurs et d'experts comptables, et aussi l'AIFE d'ailleurs, que je remercie de participer, pour essayer de voir un petit peu toutes les problématiques qui peuvent s'opposer dans la préparation de la facture électronique. Alors comme je le disais en introduction, on va discuter entre nous dans le cadre de cette table ronde, mais ça ne vous empêche pas, vous, de votre côté, si vous avez des questions après à poser, naturellement, de continuer à poser des questions, parce que j'ai vu que la première intervention de Mathieu avait suscité beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions. Donc l'idée, c'est quand même d'être relativement interactif sur le sujet. Donc déjà, la première question que je vais poser à ces participants de cette table ronde, c'est de se présenter dans un premier temps, de nous indiquer un petit peu quelle est leur taille d'entreprise, combien ils ont de salariés, est-ce qu'ils ont des relations entreprise avec entreprise uniquement, ou entreprise et entreprise consommateur, parce qu'on a vu qu'effectivement, ça avait des répercussions en termes d'organisation et de mise en place de facturation électronique. Donc, je vais déjà donner la parole donc, à M. Benoît Dufruy, d'Engie, et puis on va faire un petit tour de table. Voilà, donc merci. Bonjour à tous, donc Benoît Dufruy, je travaille donc chez Engie Solutions, à la direction régionale Nord. Donc, une entreprise qui s'occupe, on va dire, de l'énergie en général. Donc, nous avons à peu près 450 collaborateurs pour la Hauts-de-France et 16 000 pour toute la France. Donc, ça explique aussi pourquoi on a un volume assez important de factures qui va être émise. Donc, on travaille essentiellement avec des entreprises. Donc, on ne travaille pas avec du particulier. Et on a commencé, on va dire, déjà la facturation électronique pour tout ce qui est service public avec Chorus Pro.
Bonjour à tous, Marjorie Husson. Donc, je suis expert comptable et commissaire aux comptes sur Amiens, au cabinet Effervescence que j'ai créé il y a 5 ans. Donc, actuellement, j'ai 6 salariés, dont un expert comptable également. Je vois principalement des TPE, artisans commerçants, pour la partie expertise. Et pour la partie audit, forcément, je vois des associations, mais aussi des entreprises beaucoup plus importantes en taille. Et là, bien sûr, la facture électronique se pose déjà. Après, pour l'expertise, c'est plutôt pour l'instant la réception dans mon cabinet, mais je représente également l'ordre des experts comptables. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets sur la facture électronique. Les experts comptables sont en formation actuellement, puisque c'est encore assez, je ne vais pas dire flou, mais on en apprend de chaque jour. Et vous verrez après par la suite aussi qu'on a des solutions, mais qui ne sont pas encore tout à fait définies, puisqu'on attend également, nous, la liste des DPD. Voilà. Bonjour à toutes, à tous. Samia Fetala, je travaille à l'AIFE, l'Agence pour l'informatique financière de l'État. Dans cette agence, nous sommes 160 agents de l'État. Nous construisons, maintenons et accompagnons sur les outils du budget, de la dépense et de la comptabilité de l'État, et bien évidemment sur l'outil Chorus Pro, qui est actuellement la facturation électronique vers la sphère publique et bientôt le B2B. Voilà. Bonjour, Vincent Jacques, entrepreneur. J'ai créé plusieurs sociétés dans le passé, surtout dans l'informatique, dans le logiciel, pour la grande distribution, pour le logiciel de finance aussi. Et là, plus récemment, l'an dernier, j'ai repris un hôtel-restaurant à Montdidier, le Condé. Aujourd'hui, une dizaine de salariés, donc qui était fermé, que j'ai relancé fin d'année dernière. Et beaucoup de problématiques en tant que PME, B2C, B2B. Donc c'est très intéressant pour nous de voir ce qui se prépare et comment se préparer à ce changement. Bonjour à tous, Florence Canlers. Donc je suis élue à la CCI et j'accompagne Vincent pour l'animation de cette table ronde. Et je suis aussi dans ma profession expert comptable chez Inextinso à Amiens. Donc je vais commencer tout de suite effectivement les questions. Donc je vais peut-être donc elles sont destinées à vous tous, mais peut-être en priorité je vais commencer par Vincent. Alors vous avez déjà réfléchi à la facture électronique, à sa mise en place, j'imagine. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, la facture électronique, dans votre organisation? Et quelles sont ce que vous estimez les contraintes ou les opportunités offertes par ce passage à la facture électronique? Donc nous aujourd'hui on utilise 2 logiciels. Conto pour système bancaire, mais aussi qui permet de faire des factures spécifiques pour des événements, etc. Et de recevoir les factures, de les mettre sur le compte, de les attacher directement en face d'une transaction bancaire. Et l'autre logiciel, c'est Lightspeed, qui est un logiciel d'encaissement dans la restauration. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on puisse utiliser les mêmes logiciels et que ces logiciels gèrent la facturation électronique et donc qu'on n'ait aucun changement de notre côté, qu'eux soient connectés à la plateforme publique et que dès qu'on crée une facture, celle-ci soit mise sur la plateforme publique ou quand on en reçoit une, ce soit interconnecté avec les logiciels qu'on utilise aujourd'hui. Donc, voilà, moi, mon espoir, c'est qu'on n'ait pas de travail supplémentaire et qu'on fonctionne comme aujourd'hui avec les logiciels existants. Donc, nous, on a déjà commencé, on va dire, la facturation électronique aussi, pour les services de l'État. C'est-à-dire qu'on dépose déjà les factures dans Chorus. On a un prestataire actuel qui s'occupe de récolter nos factures et de les déposer directement dans Chorus, pré-remplis. Donc là, on va changer de prestataire. On attend qu'il soit homologué par l'État, ECOM, pour le système de flux à la fois de envoyer des factures et de les recevoir automatiquement dans nos logiciels. Donc là, nous, on a un service chez Engie, on va dire Engie Group, qui travaille dessus pour travailler sur un seul prestataire. Donc, on va dire 60% est déjà, on va dire, mis en place par les services publics. On est obligé quand on travaille avec un service public, on est obligé de déposer les factures dans Chorus, c'est obligatoire. Donc, on connaît, nous, déjà comment ça fonctionne. On voit quand la facture est déposée, elle est mandatée.
ou refuser. Donc on connaît un peu déjà le système. Donc là, l'autre partie, c'est la partie fournisseur, c'est quand le fournisseur va déposer les factures et nous de les récupérer maintenant dans nos logiciels. Donc ils sont en train de travailler dessus pour que ça soit compatible avec les logiciels qu'on utilise. Du coup, excusez-moi, je me permets une question. Du coup, vous avez des refus de certaines factures parce qu'il y a des... Oui, on a des rejets. On peut avoir des rejets du service public. Parce que voilà, il y a une anomalie. Donc, quand c'est comme ça, on va refaire un avoir, on va refaire une nouvelle facture. Mais parfois, il y a aussi des factures qui sont correctes. Donc, on est obligé, quand c'est comme ça, de déposer manuellement, c'est-à-dire on ne passe plus par notre prestataire parce que le système a déjà été fait. On est obligé d'aller dans Chorus pour redéposer manuellement la facture. Donc, c'est un double travail. Chorus reste assez simple. Hein, on passe par le numéro de SIRET. On rentre les données financières, c'est-à-dire le montant hors taxe, TTC, la TVA, c'est tout. Et on dépose le PDF de la facture sur la plateforme. Donc, au niveau des cabinets, alors là, bien sûr, je parlais pour moi, mais pour ceux que je connais aussi, on en parle un petit peu entre nous. Alors, on étudie avec les logiciels, forcément, on nous fait beaucoup de propositions. La plupart nous disent qu'ils vont être certifiés. Donc, pour les plus gros, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais pour l'instant, on ne sait pas non plus si ça va se faire. Donc, évidemment, ils nous proposent déjà de changer le logiciel, de mettre en place. Pour nous, forcément, ce sera un coût si on le fait dès maintenant, puisqu'on ne peut pas refacturer quelque chose à des clients qui n'en ont pas besoin actuellement. Donc ça serait plutôt la contrainte. Ensuite, il n'y aura pas que des contraintes, hein, parce que même s'il y aura des phases de test où il y aura forcément des bugs, ce sera tout de même, je pense, une opportunité, puisque comme vous l'avez dit, on n'aura plus besoin aussi bien de réclamer plusieurs fois aux clients, puisqu'il y en a certains, comme monsieur le disait tout à l'heure, c'est très compliqué d'accéder aux factures, puis il y a tellement de codes. Je comprends tout à fait ce que disait monsieur. Déjà, même nous, en tant qu'experts comptables, on récupère, normalement, c'est sûr que c'est des codes assez privés, mais les clients nous les donnent. Et on a accès à leur facturation comme ça. Mais il suffit qu'ils changent un code, on est bloqué, quoi. Donc forcément, ça va nous simplifier un petit peu la tâche sur ce point-là, où on pourrait récupérer. Mais la question se pose également, c'est comment va-t-on récupérer? Est-ce qu'on le fait par le service public qui sera sur le site commun, ou est-ce que chacun aura son logiciel également et on pourra récupérer pour les clients? Parce que je pense que quand je dis petit, c'est pas péjoratif, mais les personnes qui sont très peu informatisées, forcément, ce sera aux experts comptables de le faire. Donc il faut qu'on puisse le faire pour eux, qu'on puisse réceptionner au moins au début pour ces clients et après les aider à mettre en place la facture électronique. Parce que certains sont encore, soyons francs, soit sur Excel, Word. Alors Word, c'est vrai que c'est vraiment pas, ça les aide pas beaucoup. Excel, on a du mal déjà à les faire aller sur des logiciels. Donc beaucoup de cabinets proposent déjà des logiciels de facturation à disposition des clients. Mais moi j'ai le cas sur un de mes clients qui me dit oui, mais si je le fais sur le logiciel, ça bloque la facture. Oui, c'est le but en fait. Mais c'est vrai qu'ils ont du mal à se dire mais je pourrais plus modifier le libellé, je pourrais plus voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu la particularité un peu compliquée. Et ensuite, sinon, au niveau des opportunités, c'est vrai que ça nous fait on aura une meilleure traçabilité et aussi il y aura moins d'erreurs dans les saisies. Là, on fait des scans aussi également de factures. On a beaucoup moins d'opérateurs de saisie puisqu'on a beaucoup de mal à recruter, comme beaucoup, je dirais, de métiers. Ça peut nous aider à un moment donné à se dire on va pouvoir apporter plus de conseils puisque des fois, on se retrouve malheureusement assez débordé avec la gestion des factures, quoi. Je vais laisser Mathieu éventuellement à répondre. Moi, j'ai une petite question complémentaire, mais un peu profane. France Connect sera une voie d'accès ou pas pour accéder à la plateforme? Alors, France Connect, vous connaissez peut-être. Hein, France Connect, c'est ce qu'on sert sur impôt.gouv.fr pour identifier les gens. Le système d'identification qui est prévu, c'est un système en 2 étapes, globalement. Vous allez commencer par vous connecter, vous créer un compte, d'accord ? Et ensuite, vous allez créer votre entreprise dedans et rattacher votre personne à l'entreprise. Pourquoi c'est important? Pourquoi on fait comme ça? Parce que ce n'est pas toujours le président de l'entreprise qui va traiter les factures, c'est rarement le cas d'ailleurs. Donc il faut qu'on ait des systèmes d'accès. France Connect, c'est un système d'autorisation, mais il y aura d'autres systèmes qui seront mis en place pour pouvoir rattacher votre personne à votre entreprise.
Bien, merci. Alors, est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez investir dans un matériel particulier, monsieur Jacques, notamment, par exemple, dans le cadre de la mise en place de facturation électronique? Est-ce que vous envisagez ou pas un investissement d'un équipement spécifique? Donc, comme je le disais, l'idéal, ça serait que les logiciels existants s'interconnectent avec ces nouvelles plateformes. En termes de matériel, je pense que c'est plutôt de logiciels dont on parle. Donc s'il faut prendre un nouvel abonnement à une plateforme, on fera ça. Mais c'est vrai qu'idéalement, il ne faudrait pas multiplier les plateformes séparées pour faire, comme disait Monsieur Crapard, des factures papier d'un côté, des factures électroniques de l'autre. Idéalement, il faudrait un logiciel qui fait toutes les factures. Parfois c'est en papier, parfois c'est électronique. Et c'est le logiciel qui choisit quand est-ce qu'il l'envoie sur la plateforme publique et quand est-ce qu'il l'envoie en papier ou en PDF par mail. Comme aujourd'hui. L'autre point où je m'interrogeais, c'est sur les notes de frais. C'est-à-dire quelqu'un vient au restaurant, la plupart des gens n'ont pas besoin de facture, mais une personne vient pour un repas d'affaires, a besoin d'une note de frais. Du coup, je ne peux plus lui donner un petit papier avec la TVA. Comment on fait dans son cas précis pour que la facture remonte à son entreprise? Donc ça, c'est un point qu'on n'a pas abordé. Je peux répondre tout de suite rapidement. Alors, pour les notes de frais, effectivement, ça fait partie des choses, mais ça rejoint globalement ce qu'on disait. On va vous demander, c'est que ça a changé, on parlait l'exemple des factures d'annulation et ce genre de choses. On va vous demander en fait de faire ce qui est déjà prévu de manière orthodoxe, mais ce qui n'est pas forcément fait dans la vraie vie. La petite note de frais avec une virgule, effectivement, normalement, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Ce n'est pas ce qui devrait être fait. Pourtant, c'est ce qui se fait beaucoup dans les restaurants. Je prends d'autres exemples. La facture rectificative qu'on met à la poubelle, on en refait une, on recommence. Ça, forcément, c'est terminé. Donc, en fait, ce qu'on va vous demander à ce niveau-là, c'est juste de faire ce qui est déjà prévu par les textes, mais qui n'est pas forcément toujours fait. Si vous avez besoin de faire une note de frais vis-à-vis d'une entreprise pour un repas d'affaires, normalement, sur cette note de frais, il doit avoir le numéro sirène à l'intérieur. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc, le numéro sirène permettra ensuite à l'entreprise de récupérer cette TVA derrière, puisque la facture lui sera adressée. Donc, en fait, ce qu'on va vous demander de faire, et c'est vrai que ça fait partie de l'aspect gros changement, alors pas pour tout le monde, mais quand même gros changement, c'est que toutes les petites écritures de coin de table qui existaient et qui se comprend pour des raisons commerciales, avec la facturation électronique, ça change. Une facture qui est émise et puis rectifiée, il y a un flux qui est parti sur la première facture. Donc ensuite, s'il y a une rectification, si on ne barre pas la facture, il y a une nouvelle facture qui est réellement faite avec une rectification parce qu'il y a un nouvel flux qui part. Donc ça, c'est un changement qui n'est pas forcément du domaine informatique, mais plus du côté accompagnement, voire managérial dans vos collaborateurs pour leur dire attention, préparez-vous, vos métiers vont changer. Ah, bah excusez-moi, je pensais que si, mais sur une note de frais, je peux répondre. Globalement, vous allez avoir deux cas. Vous allez avoir le client qui vous dit « je suis un professionnel », bon, et puis le client qui ne vous dit pas qu'il est un professionnel. Donc, quand ce n'est pas un professionnel, vous allez être dans le domaine de l'e-reporting, vous allez faire la petite note de frais habituellement. Quand il vous dit que c'est un professionnel, vous allez être dans le domaine de la facturation électronique, et ça sera du B2B. Oui, mais ça change quoi par rapport à maintenant? Bah, il aura quand même un document. Ça n'empêche pas qu'il y ait un document. Oui, il y aura quand même un document, ça sera la même chose. Il aura une pièce justificative. Et nous, on ne regarde pas les flux bancaires inter-salariés et inter. Je prendrai peut-être les questions après pour poursuivre la table ronde. Je propose de garder vos questions pour après, bien que je vois bien le fort intérêt que vous avez et l'impatience. Et donc, on va reprendre la table ronde parce que M. Defruy, vous n'avez pas répondu encore à la question. C'est-à-dire, est-ce qu'à Engie, il y a des équipements complémentaires qui vont être mis en place ou est-ce que déjà vous êtes en cible, d'après vous, pour la facturation électronique? Donc, oui, on va changer de prestataire, ça on est obligé. Les équipements, on les a déjà. Et oui, il y a donc, voilà, un service informatique qui travaille justement dessus. Parce que comme c'est Engie France, donc
toutes nos filiales. Donc on a un volume énorme de factures. Donc oui, on travaille dessus et on est candidat au 1er janvier pour être entreprise pilote. Donc on attend aussi l'accord du gouvernement pour être en phase de test. Et on attend aussi que notre prestataire soit homologué. Donc ça aussi, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas homologué. Dans 6 mois, on espère qu'il soit, parce que derrière, voilà, il y a quand même du travail au niveau informatique. Merci. Moi, j'ai une autre question pour vous, aussi les chefs d'entreprise. Avez-vous identifié des difficultés qui seraient insurmontables? Si oui, lesquelles? Peut-être dans le domaine de la sécurité, des données, je ne sais pas. Vous voulez intervenir? À ce stade, je n'ai pas identifié de difficultés insurmontables. Je pense que voilà, les choses seront faites de manière qu'on puisse les mettre en œuvre. Mais effectivement, il y a des points sur les notes de frais, c'est toujours pas très clair. Parce que c'est vrai que le commercial, normalement, il prend un papier, et ensuite il se fait rembourser. Mais là, si la facture va directement à l'entreprise ne saura pas que c'est pour ce commercial, monsieur A, plutôt que monsieur B ou monsieur C. Ce sera déjà payé, mais l'entreprise elle reçoit une facture déjà payée par quelqu'un dont on ne sait pas qui. Donc voilà, tout ça, c'est pas très clair sur les chaînes de transmission de l'information pour chaque commercial. Donc, mais bon, je pense que ça va être. Enfin, j'espère que ça va être géré. Après, il arrive que parfois les choses ne soient pas gérées, que ce soit complètement chaotique. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas pour ce domaine. Difficulté pour nous, non. Mais après, voilà, en termes de contrôle, enfin, pour les prestataires qui soient bien homologués, je pense qu'il y a une multitude d'entreprises qui vont s'infiltrer justement parce que pour la sécurisation de nos données, de nos factures, donc il faut que ça soit quand même assez contrôlé au niveau du gouvernement. Alors pareil, difficulté, oui. Insurmontable, je n'espère pas. Alors c'est comme tout à l'heure, j'en parlais, c'était les clients qui sont réticents. Certains sont quand même assez plus dans la production, ne vont pas du tout y penser. On a beau leur en parler, ils vont avoir du mal, ils sont très peu sur Internet. Donc là, il va falloir passer beaucoup de temps, même en amont, à les prévenir, ce qui est déjà fait pour certains. Ensuite, on est aussi chef d'entreprise. Donc notre but, c'est aussi de faire fonctionner nos entreprises et de payer nos salariés. Donc forcément, il y aura quand même une mise en place. Comment va-t-on pouvoir refacturer aux clients qui auront besoin qu'on le fasse pour eux, quoi. Donc ça, c'est aussi des sujets dont on a besoin, enfin chacun voit dans son cabinet, mais on en parle aussi entre nous, et c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors je sais bien qu'il y a des portails gratuits, mais comme on dit, à voir, c'est la fonctionnalité. Donc là, on espère que ce sera assez simple et que nos logiciels, avec les API, pourront se connecter assez facilement et qu'on pourra aider au mieux les clients. Voilà pour principalement. Après, effectivement, on a aussi d'autres difficultés qui peuvent être. On a aussi du personnel qui peut être alors un peu ancien, je dirais, au niveau informatique. Donc forcément, ils travaillent sur nos logiciels. Il n'y a pas de souci. Ils ont réussi à s'adapter. Mais là, pour certains qui sont peut-être. Pour ceux qui vont partir à retraite dans 5 ans, je dirais, ils vont avoir du mal quand même à se dire bon, il faut recommencer encore, à se remettre dans des choses assez techniques. Donc, il faudra qu'on arrive à mettre en place, à les aider aussi sur ce point-là, à former nos salariés, quoi. Et même nous, en tant qu'experts comptables, tout le monde n'est pas forcément bon en informatique ou très comment dire, a une appétence pour ce sujet, quoi. Merci. Alors, si on se projette maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est dans un an, quasiment jour pour jour, quel serait, d'après vous, le dispositif idéal en termes de liaison entre le logiciel de facturation, entre la plateforme, entre vos services propres? Quelle serait votre cible idéale? Monsieur Jacques, par exemple. Alors déjà, j'ai envie de dire le worst case scénario à éviter, c'est qu'on arrive à un double fonctionnement où les entreprises émettraient des factures pro forma PDF
pour l'envoyer à leurs clients, donc comme aujourd'hui, sauf que ça ne serait pas la vraie facture, avec règlement, etc. Et qu'ensuite, en back-office, il y ait le comptable qui saisisse sur le portail les factures électroniques pour régulariser ce qui a été fait en fait de manière presque informelle par ailleurs. Donc il ne faut surtout pas que le système soit trop complexe et du coup, ou qu'il y ait des difficultés insurmontables qui arrivent à une double comptabilité au lieu d'avoir un système plus simple. L'idéal, ça serait un système au contraire suffisamment bien fait pour que les entreprises puissent saisir leurs factures soit sur leur logiciel, comme dans mon cas, ceux que j'utilise déjà aujourd'hui, soit sur la plateforme publique, et que ça leur fasse gagner du temps. Qu'au lieu d'utiliser un petit logiciel de facturation, ils utilisent la plateforme publique gratuite et que cette facture marche bien. Ça serait l'idéal, ou tout autre logiciel, et que ça fonctionne de manière fluide, qu'on gagne du temps, qu'on n'ait plus de problème, comme disait monsieur, d'arrivée de la facture, de renvoyer, etc. Donc si les promesses sont tenues, c'est un système qui peut être super. Oui, c'est un système super pour le service public qui fonctionne très bien. Ça arrive aussi. Alors j'espère qu'au niveau du flux, le portail Chorus, par exemple, puisse assimiler maintenant le volume de factures qu'il va recevoir. Parce que ça arrive chez nous, chez Engie, où notre prestataire transmet les factures dans Chorus, il y a des bugs. Donc, normalement, c'est eux qui doivent gérer, mais le service public ne reçoit pas les factures. Et il faut aussi qu'une fois qu'ils récupèrent, qu'ils traitent bien la facture dans Chorus. Parce que ça arrive que les gens récupèrent, on va dire, les données, la facture dans Chorus, mais ils laissent en l'état. C'est-à-dire, pour nous, clients, derrière, on voit toujours facture mise à disposition. On ne sait pas si il l'a bien récupérée, s'il l'a traitée, s'il l'a mandatée. Là, ça va être une obligation, je veux dire, pour la partie... ils seront obligés de traiter la facture dans le portail. Oui, c'était une des obligations. Alors, pour la petite histoire, on a dû travailler au niveau de l'Europe parce que la directive européenne qui a été modifiée en début de réforme, c'était justement pour obliger les clients, les destinataires de factures à les recevoir sur forme électronique, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, c'est obligatoire de recevoir sous forme électronique. Sur la partie portail charge. Alors sur la partie charge, bien évidemment, nous, on va mettre en place la charge nécessaire pour absorber toutes ces factures. Nous ferons des tests de performance techniques. On va simuler des tirs de performance pour sécuriser le dispositif. Et quant au fait de déposer une facture, quelles que soient les modalités, par flux, API ou en saisie, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, il y a un eurodatage. Et il y a un cycle de vie. On voit en fait par où est passé. Il y aura différents statuts de facture qui permettront de tracer et de voir si les choses ont été faites ou pas. Alors au niveau dispositif idéal, je dirais, alors j'espère qu'il n'y aura pas la ressaisie comme vous avez dit, parce que ça peut être lourd, que ce sera plus en automatique, et donc au niveau de nos logiciels également, que ce soit pris en charge. Après également, il y a la question de piratage. Est-ce qu'il n'y aurait pas de... Ça serait vraiment aussi bien, mais bon, que ce soit sécurisé et qu'il n'y ait pas de complications, parce que je pense que la plupart des entreprises vont les envoyer en même temps, ou les recevoir, essayer de les recevoir en même temps. Et c'est vrai qu'actuellement, même sur le site des impôts, lorsqu'on fait, beaucoup de personnes le font à la même période, et on se retrouve vite bloqué en fait, où il y a alors il y a des délais, heureusement, mais c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Donc là, il va falloir vérifier ce point-là, et là, ça serait idéal s'il n'y avait pas de blocage, je vous avoue. Merci. Bon, alors, on a bien compris qu'on avait cette facture électronique qu'on pouvait émettre et recevoir. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de cette facture? Qu'est-ce que vous avez envisagé de stocker ou de traiter la facture que vous allez recevoir? Qu'est-ce que vous en faites? C'est ça qui n'est pas très clair pour moi, parce qu'aujourd'hui, quand on a une facture PDF ou papier qu'on scanne,
on la met sur Conto, en l'occurrence, attachée à la transaction bancaire. Donc comme ça, c'est facile pour le comptable de faire le lien. Là, avec la facture électronique, ce que j'ai compris, c'est qu'elle est sur le portail partenaire au public. Et ensuite, il n'y a pas de lien avec la transaction bancaire. Donc, on va toujours devoir faire pareil, c'est-à-dire la télécharger et l'attacher sur notre interface bancaire ou dans un autre dossier, selon ce que chaque entreprise a l'habitude de faire. Donc, le fonctionnement, en fait, va être le même pour faire le lien avec la comptabilité, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de changement. Effectivement, on ne va pas s'immiscer dans la comptabilité des entreprises. Hein. Voilà, donc nous, on collecte des données de facturation, de paiement, voilà, de reporting, mais on n'est pas une plateforme de comptabilité. Bah, nous, les factures que l'on émet, elles sont déjà, on va dire, archivées électroniquement. On n'imprime plus de factures, hein, elles ne sont plus dans des boîtes archives, dans nos locales archives, donc ça, c'est terminé. Donc nous, on a quand même un système de DataOne qui stocke nos factures, voilà, donc qui sont toujours disponibles. Si on veut la chercher, on va la charger, on la télécharge. Si on en a besoin en format papier, parce que voilà, on en aura toujours l'utilité. Mais nous, elles sont déjà stockées en format électronique, en fait. Je ne vais pas forcément répondre, mais plutôt poser une question. C'est vrai que sur l'archivage, je me demande également, alors on pourra toujours archiver sur les logiciels pour les personnes qui en auront. La question, c'est aussi combien de temps on va pouvoir les garder en ligne si jamais, par exemple, on passe sur le portail des impôts. Combien de temps ça va être archivé? Est-ce qu'on va devoir refaire des sauvegardes ou les clients vont devoir refaire des sauvegardes pour pouvoir les conserver la durée légale? Si vous pouvez me répondre. Alors, l'archivage qui est prévu sur le portail public, c'est 10 ans. Voilà. Donc, 10 ans, normalement, ça suffit pour tout. Au niveau du contrôle fiscal, on vous demande 6 ans généralement au maximum. Le code du commerce, c'est 10. Donc, la période d'archivage prévue par le portail public est de 10 ans. Ensuite, sur les plateformes privées, c'est contractuel. Hein. Donc là, je ne peux pas vous répondre sur les plateformes privées. Mais pour le public, c'est 10 ans. Excusez-moi, vous parlez du portail privé, mais en fait, quand on sera en privé, après ça redescend en public, il n'y aura pas de compte, en fait, et ça pour l'entreprise. Donc du coup, ils ne pourront pas être sauvegardés après sur le portail public. Alors, nous, oui, là vous avez raison, si vous faites que du privé, ce n'est pas l'archivage public qui prend en compte. Donc ça, c'est un choix que vous aurez à faire aussi, votre entreprise, en fonction de vos besoins. Le portail public propose quelque chose, après vous prenez ou vous ne prenez pas. Bien, je vous propose de garder le micro parce que la question, là, pour le coup, est spécifiquement pour Mathieu et Samia. Moi, la question que je me pose, c'est quel conseil vous pourriez donner donc, à ces entreprises qui, aujourd'hui, préparent la facturation électronique pour être le mieux préparées possible le jour J? Anticiper la réforme, s'informer, travailler sur vos bases clients pour les mettre à jour avec les numéros sirènes. Pour moi, le plus important, il est vraiment là, de se dire que ce n'est pas une réforme purement de tuyauterie informatique. C'est une réforme qui concerne toute l'entreprise, que ce soit le service comptabilité, le service financier, le patron également, pour les choix qu'il va faire. Ce n'est pas une réforme qui est purement technique, informatique. Il faut associer tous vos collaborateurs à ce niveau-là pour dire, voilà, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Étudiez vos flux. Vous n'aurez pas forcément les mêmes besoins en émission, en réception. Il y a certaines entreprises qui nous disent, voilà, en réception, le portail public va très bien. En émission, par contre, je vais choisir une plateforme privée parce que je vais avoir besoin de fonctionnalités supplémentaires. Donc le conseil, c'est préparer l'ensemble de votre collectif. Si vous avez une entreprise qui est assez grande, mettez-vous en mode projet, c'est-à-dire avoir un chef de projet qui pilote ça en mode transverse et qui contacte toutes les composantes de votre entreprise pour savoir quels sont les besoins précis, identifier vos flux. Donc c'est ça, c'est la préparation, l'information et l'accompagnement. C'est pas qu'une réforme informatique. Juste un petit complément peut-être, effectivement, tu l'as dit Mathieu, hein, c'est aussi organisationnel, donc au sein de l'entreprise, si vous utilisez le PPF, il faudra bien à un moment donné, quand vous aurez créé votre compte, donner des droits aux personnes qui, elles, vont être habilitées à faire en votre nom. Donc voilà, c'est plutôt un volet organisationnel chez vous, identifier les bonnes personnes pour que les choses se fassent.
Je reprends le micro, mais la question vous est destinée, Samia. C'est comment va fonctionner le portail Chorus Pro et surtout les évolutions attendues, parce que j'imagine que celui qu'on connaît actuellement va évoluer. Et dans quel délai, et effectivement, s'il y a une période de test, je pense qu'on en a déjà évoqué. Alors l'actuel portail Chorus Pro va bien évidemment évoluer pour permettre justement de faire de la facturation électronique. Donc en fait, on va rajouter ce qu'on appelle une bulle ou une tuile dans l'actuel portail. Aujourd'hui, il y a un volet commande publique, marché de travaux, facturation électronique vers la sphère publique. Donc on va rajouter des fonctionnalités depuis ce portail. Et on pourra émettre et recevoir sur du B2B. L'autre question, c'était... Alors, on a une période qui s'appelle la phase pilote, qui doit commencer en janvier 2024, où on va tester avec un panel d'entreprises. On a déjà eu des retours. Justement, le bon fonctionnement de notre plateforme publique de facturation. Nous-mêmes, administration, aussi bien IFE que DGFiP, nous faisons des tests. Donc, pour sécuriser le dispositif, nous faisons des tests techniques de performance, on en a parlé. Voilà. Et puis, nous avons tout un volet d'accompagnement du changement qu'on mettra à disposition de l'ensemble de l'écosystème. Donc, des supports de formation, des tutoriels didacticiels, des fiches, de la documentation qui sera accessible depuis le portail de service Chorus Pro. Pour aider les utilisateurs à émettre leurs factures. Merci. Alors, une question aussi, c'est aujourd'hui on parle d'accompagnement. En tant qu'entreprise, de quel accompagnement souhaiteriez-vous bénéficier pour préparer au mieux le passage à la facturation électronique? Quels sont les acteurs qui pourraient vous aider? Comment on pourrait organiser cet accompagnement? Je pense que pour une PME, on pense tout de suite à l'expert comptable. C'est lui qui a pour rôle j'allais dire d'accompagner, mais même de faire cette transition pour l'entreprise selon chaque entreprise, chaque dirigeant peut être plus ou moins porté sur l'administratif. Donc, soit c'est l'expert comptable qui le fait entièrement, soit le dirigeant s'implique beaucoup. Mais globalement, c'est à l'expert comptable de prévenir son client qui a cette transition à faire et de l'y préparer, de voir quel logiciel utiliser. Donc, c'est comme ça que ça a fonctionné. Bon, je pense pour les petites et moyennes entreprises, oui, il faut un accompagnement, je veux dire, une formation, bien leur expliquer, parce que c'est vrai que ça peut pas être compliqué. Nous, en termes d'Engie, non, enfin voilà, comme on est déjà dans le process, l'accompagnement, je veux dire non, mais c'est peut-être un accompagnement avec les nouveaux prestataires qui vont être homologués, où là, il faudra qu'on ait une bonne communication et comment va être procédé les flux dans les deux sens. Bon, en tant qu'expert comptable, on ne va pas nous demander de se faire accompagner. Mais si, au niveau des impôts, forcément de la DGFiP, on aimerait bien, alors déjà, la tolérance. Bon, vous en avez parlé tout à l'heure, mais si ça, c'est vrai qu'on n'est pas non plus régulièrement embêté. On a de la chance d'avoir la tolérance quand même sur Amiens, mais que ce soit partout, ça serait bien. Et également, c'est vrai qu'on a toujours cette problématique en tant que tiers de confiance, c'est que par moment, on n'est pas toujours pris en tant que tiers de confiance, on est toujours obligé de redemander des mandats, des possibilités de travailler. Donc ça, c'est très compliqué à gérer quand on a... encore, moi, je suis un petit cabinet, mais je suis déjà à 150 clients. Donc, selon la taille des cabinets, c'est encore plus compliqué à gérer les mandats. Si là, il faut encore rouvrir un mandat à chaque fois pour tous nos clients. Donc, est-ce que le fait d'en avoir un général, par exemple, à chaque fois qu'on va accéder sur le site des impôts, comment ça va se passer? Est-ce qu'on aura aussi un accès en tant qu'expert comptable sur les sites? Donc là, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un accompagnement sur ce point-là, si c'est possible. Bon, alors, il y a, sur les trois volets, donc Engie, effectivement, c'est des sociétés qui sont déjà dedans depuis un petit moment. Et donc, c'est vrai que c'est plus des questions d'accompagnement de prestataires et de raccordement qui vont se poser. Donc, c'est vraiment l'équipe de Samia qui est dessus pour dire, voilà, comment est-ce qu'on raccorde nos logiciels, nos interfaces, nos API, on nous dit. Là, c'est ça qui va jouer sur les grosses sociétés.
Sur les petites sociétés, nous, on a un dispositif d'accompagnement qui se met en place avec des campagnes de communication de fiches TPE et PME. On a formé nos agents. On va mettre en place un numéro de téléphone unique. Dans la session qui suit, on va présenter justement le dispositif d'assistance utilisateur qui va être mis en place à la DGFiP lors de la comité de règles qui arrive juste après. Donc en fait, on va vous faire en sorte d'avoir des... Alors Samy en a parlé, on a des live chats en ligne, vous pouvez contacter les agents, on a un numéro de téléphone unique, on aura un chatbot, on aura des supports de formation, on aura des documentations qui seront libre accès. Donc en fait, on a tout un panel d'outils qui vous permettent d'accompagner n'importe quelle entreprise. Sur la partie, la deuxième partie de la question, c'est plus, nous à notre niveau, les enjeux sur les TPE-PME et les experts comptables. Il faut le dire, les experts comptables, c'est des partenaires qui sont indispensables dans cette réforme. Vous avez à peu près, si je ne me trompe pas, sur les 4000 entreprises, les experts comptables, ça représente 80% des entreprises qui sont suivies par des experts comptables. Donc très clairement, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de relais. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont passer par l'expert comptable et ils sont déjà très avancés sur le sujet expert comptable. Il y a des fonds de formation internes qui existent chez vous. On a pas mal échangé avec eux. Ils sont associés à tous nos panels. Donc il n'y a pas de solution d'assistance unique. C'est vraiment chaque entreprise aura besoin de la sienne. Là, on a peut-être la cible où on a le plus de mal actuellement à toucher, c'est ceux des auto-entrepreneurs et des franchises en base, qui sont souvent moins fédérés que les autres et qui ne se rendent pas forcément compte qu'ils vont être dans le champ de la réforme parce qu'ils facturent 1 ou 2 factures par semaine ou par mois. Alors il y a des solutions gratuites qui existent, encore faut-il qu'ils les connaissent. Donc nous, le gros travail qu'on a à faire, c'est de l'information, de la communication, pour être certain que les 4 millions d'entrepreneurs français sont déjà au courant de la réforme et qu'ils vont devoir y passer. Du coup, en tant qu'entrepreneur, qu'attendez-vous du dispositif d'assistance utilisateur ? Est-ce que les supports qu'on vous propose, ça vous paraît suffisant ? Est-ce que vous souhaitez davantage d'autres acteurs peut-être ? Est-ce que vous avez d'autres idées ? Donc là, moi, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce qui est proposé comme support utilisateur, comme je n'ai pas encore regardé les plateformes. Donc, ce que j'espère, c'est que ce soit intuitif et qu'on n'ait pas besoin de support, qu'on puisse, soit si on a le portail public, on se connecte et que les champs sont évidents à remplir, on n'a pas besoin de support, ou soit qu'on utilise son logiciel habituel ou un nouveau et que ce soit facile, parce que faire une facture, c'est pas très compliqué. Donc, normalement, il n'y a pas besoin d'avoir un support pour dire on met le montant, le sirène du client et puis l'intitulé de la prestation. Normalement, ça devrait être self-explaining. Alors, c'est vrai qu'en termes d'accompagnement, l'accompagnement sera spécifique selon l'entreprise, selon ses problématiques. Pour celles qui sont raccordées, on a un accompagnement spécifique au raccordement technique, soit par flux, soit par API. On va mettre à disposition une plateforme de test, justement pour tester ce raccordement. Du coup, une fois qu'on sera en production, au 1er juillet, il n'y aura pas de sujet. On se sera testé en amont, donc on sait que les flux vont passer. Pour les plus petits, l'accompagnement au départ, c'est surtout comment je crée mon compte s'ils utilisent la plateforme. Donc là, on aura, nous à IFE, on va planifier des sessions de webinaire. On va accompagner les personnes pour créer leur compte. Il y aura des didacticiels dédiés, de la documentation dédiée. Donc voilà, c'est pas les mêmes problématiques. Et pour chacune des fonctionnalités du PPF, il y aura également et tutoriels, et documentation, et des webinaires. Et on va continuer avec la DPFE à aller au-devant des entreprises pour expliquer et pour présenter la réforme et nos outils. Je pense que voilà, une bonne communication pour les petites et moyennes entreprises, parce que en discutant avec certaines que je connais, ils ne connaissaient pas qu'il allait y avoir la facturation électronique. Donc je pense qu'il faut une bonne communication par voie postale aussi, parce que certains entrepreneurs ne vont pas aller sur Internet pour voir le dispositif. Après, bon, certains ont leur cabinet d'experts comptables, mais des toutes petites et moyennes toutes petites entreprises, il leur faut quand même une documentation par courrier, papier, leur expliquer que voilà, à partir de telle date, c'est terminé les factures papier.
Oui, d'ailleurs, c'est un bon point. Je me demandais qu'est-ce qui va se passer pour peut-être les 20% d'entreprises qui, le 2 janvier 2024, ne se seront pas inscrites sur une plateforme de facturation électronique et comment ils vont savoir qu'ils ont une facture EDF? Enfin, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour toutes ces factures qu'ils devraient recevoir sur la plateforme mais ils ne sont pas inscrits? Alors, les non-inscrits sont inscrits. Voilà, c'est ça la réponse. Donc, premier temps de réponse. Deuxième temps, on ne va pas leur tomber dessus. Voilà. On va continuer la communication et l'information. C'est un peu le même principe que sur le prélèvement à la source, hein. Il y avait des dates butoirs. Pour autant, l'administration fiscale n'est jamais tombée sur les entreprises qui avaient des problèmes pour se raccorder en début de dispositif. Ce n'est pas du tout notre rôle, on sera dans l'accompagnement. Donc les non-inscrits seront inscrits sur le portail public et seront répertoriés dans l'annuaire. Donc ils vont quand même le recevoir, la facture. Donc c'est prévu. Mais vous avez tout à fait raison, il y a des chances qu'il y ait une petite partie des entrepreneurs, on essaie le moins possible, qui ne soient pas au courant de la réforme. Alors on a une campagne de communication qui va se mettre en route avec des spots à la radio, des spots dans la presse pour informer. Le courrier papier, ça peut être une option qui est envisageable, ça fonctionne également. Je vous dis, les inquiétudes les plus fortes, c'est sur les tout petits entrepreneurs, parce que notamment ceux qui sont en franchise en base et qui vont se dire, bah, de toute façon, moi, la TVA... Voilà. Donc c'est là-dessus, on a besoin des relais institutionnels. On travaille par exemple avec la CPME, voilà, on anime pas mal de réunions avec eux pour leur dire si, vous êtes dedans, hein, informez-vous. Après, on n'est pas trop inquiet techniquement pour ce type de public, parce qu'en fait, si vous émettez peu de factures, le système de saisie en ligne, c'est pas plus compliqué de saisir une facture, vous le disiez, une saisie de facture, il y a quelques mentions, on appuie sur un bouton, ça part. Hein. Donc c'est plus qu'ils soient au courant. Donc c'est la communication sur le sujet qui est vraiment très importante et les relais institutionnels qui vont nous permettre de les toucher. Bien, merci à toutes et tous pour cette table ronde. Donc, je vous invite à rester avec nous et puis donc à partager un petit moment de convivialité avant de rattaquer cette deuxième partie de matinée. Merci.